Nancy, 5 janvier 1477. Dans sa tente, Charles le Téméraire se prépare pour une énième journée de bataille. Voilà 2 mois qu'il rôde sur les rives de la Meurthe, entouré par une armée qui dépérit à vue d'œil. Obsédé par le spectre de la Lotharingie, le 4e duc de Bourgogne n'a qu'une idée en tête: reprendre la cité lorraine. Mais alors qu'il enfile son casque, le cimier d'or orné du lion de la Bourgogne se détache pour tomber au sol. C'est un signe de Dieu, déclare le Téméraire. Charles ignorait alors qu'avant le coucher du soleil, le lion bourguignon finirait dévoré par le loup de la Lorraine. Eh bah, ça faisait longtemps, 2 mois sans vidéo, c'est vrai que c'est long. Mais bon, j'avais mes raisons. Déjà, on va pas se mentir, avec toutes les retombées autour de ma dernière série sur Bruyères-en-Artois, j'ai vraiment eu besoin d'une pause. Ça m'a fait extrêmement plaisir et je suis plus motivée que jamais à continuer. Mais bon, ça faisait beaucoup d'un coup. Fallait que je digère et que je réfléchisse à ce que j'allais vous proposer par la suite. Ce qui aide pas non plus, c'est que comme beaucoup d'entre vous, j'ai aussi un travail à temps plein. Ce qui veut dire que les dizaines d'heures que je passe sur chaque série, je les prends sur mon temps libre et comme tout le monde, j'ai une santé mentale. Mais bon, on n'est pas là pour parler de moi. Aujourd'hui, je reviens pour vous raconter la vie de Charles le Téméraire qui, en seulement 10 ans à la tête de la Bourgogne et des Pays-Bas, a réussi à se mettre quasiment toute l'Europe à dos. Trop fort, non? Prêt pour une histoire de vengeance, de rivalité, de violence et de faste encore plus dramatique que celle de Philippe le Bon? Alors accroche-toi, c'est parti. Dans les premières minutes de cette vidéo, j'ai beaucoup parlé du père de Charles, Philippe le Bon, donc si jamais tu veux suivre plus facilement ou en apprendre davantage sur ce personnage qui était tout aussi fascinant, je t'invite à aller regarder ma précédente vidéo en cliquant sur le petit i. Notre histoire commence le 7 janvier 1430, quand Philippe le Bon, le duc de Bourgogne, épouse Isabelle, la fille du roi du Portugal. Qu'il puisse prétendre épouser une princesse, ça en dit déjà long sur la puissance de notre duc, qui se retrouve à la fin de sa vie avec un territoire titanesque, qui comprend non seulement les 2 Bourgognes, mais aussi une énorme portion qui regroupe l'essentiel de ce qu'on connaît aujourd'hui comme le Nord, le Pas-de-Calais, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Bref, notre Philippe, il pèse dans le game. Pour une princesse qui a grandi dans une cour assez sobre et très religieuse, découvrir la cour de Bourgogne, qui à l'époque était connue pour être la plus opulente d'Europe, ça a pas dû être facile. D'autant que Philippe le Bon, c'est un véritable coureur de jupons et il s'en cache pas. Dès son arrivée, il lui annonce qu'il compte pas rester fidèle, mais qu'il fera de son mieux pour se rattraper avec le reste. Vous l'aurez compris, c'est pas l'amour fou. Mais en revanche, les 2 époux vont très bien s'entendre. Pour excuser ces phrases qui la couvrent de cadeaux en permanence, et heureusement, Isabelle apprécie son intelligence et son sens de la diplomatie. Elle va même jusqu'à l'assister dans l'administration de ses terres et ses projets d'expansion. Et comme c'est vraiment une épouse fantastique, elle lui donne 3 fils. Antoine, Josse, qui meurent tous les 2 en bas âge, et finalement l'anti-héros de notre histoire, Charles. Charles naît donc le 10 novembre 1433 dans le palais des ducs de Bourgogne à Dijon. Ceux et celles qui comme moi s'intéressent à l'astrologie pourront d'ailleurs voir au fil de la vidéo à quel point son signe solaire, le scorpion, lui allait comme un gant. En tant qu'héritier du duc de Bourgogne, il reçoit à la naissance le titre de comte de Charolais, et à seulement 3 semaines, son père l'institue chevalier de la Toison d'Or. On a connu pire comme départ dans la vie, hein. Bien qu'il soit né à Dijon, le jeune garçon grandit plutôt dans les Pays-Bas bourguignons. Son père adorait l'île et a séjourné pas mal de temps au Prinsenhof de Gand. Il reçoit une éducation de grande qualité pour l'époque puisque son père nomme Antoine Anneron, un grand universitaire et diplomate, pour jouer les maîtres d'école. Charles apprend ainsi les subtilités du pouvoir, ainsi que le latin, l'anglais, le portugais, l'italien et surtout le tiwa, l'ancêtre du flamand. Mais ce qu'il adore par-dessus tout, c'est la lecture et l'histoire. Passionné par l'Antiquité, il apprend par cœur les citations des auteurs classiques et voue un véritable culte à Alexandre le Grand. Et ça tombe bien parce qu'il est aussi naturellement doué pour le combat et les arts de la guerre. On a donc affaire à un petit prince bourré de qualité. Mais bon, ce serait pas un vrai prince sans mariage arrangé, et je dois dire que sur ce coup, ses parents ont fait fort puisqu'ils lui font épouser à seulement 6 ans, oui, Catherine, la fille du roi de France, qui est elle, âgée de 12 ans. Gros malaise, mais finalement, le jeune garçon est débarrassé dès l'adolescence puisque Catherine meurt en 1446. Il connaît son premier coup d'éclat en 1452 quand à seulement 19 ans, il réprime le soulèvement de la ville de Gand d'une manière assez brutale. Ce qu'on ignorait alors, c'est que ce conflit n'était que le premier d'une longue série. Sorti de l'adolescence, le temps est venu de lui organiser un second mariage. Cette fois-ci, Philippe choisit Isabelle de Bourbon. Charles n'est pas franchement ravi puisqu'il avait des vues sur la fille d'un duc anglais. Le problème, c'est que selon les termes du traité d'Arras par lequel Philippe le Bon s'était réconcilié avec le roi Charles VII, son fils était obligé d'épouser une princesse de sang français. Leur union est donc célébrée le 30 octobre 1454 à Lille. Et finalement, le traité d'Arras, il est pas si mal tombé, puisque Charles et Isabelle vont tomber follement amoureux. Ce qui est très drôle aussi, c'est qu'en matière conjugale, le jeune homme est tout le contraire de son père. Là où Philippe considérait que la monogamie c'était une aberration, Charles fera preuve d'une fidélité sans faille envers son épouse, ce qui est tout de même assez remarquable pour l'époque. Mais ce bonheur naissant est rapidement troublé par l'arrivée d'un personnage pour qui Charles va nourrir une haine féroce tout au long de sa vie, j'ai nommé Louis, le dauphin de France. Entre Philippe le Bon et son fils, ça a jamais été tout rose, mais c'était rien comparé à la relation entre Charles VII, le roi de France de l'époque, et le futur Louis XI, qui était désobéissant et sans scrupules. Il considérait que son père n'était qu'un trouillard. Ce qu'il oubliait bien vite, c'est que c'était tout de même lui qui avait sorti la France de la guerre de 100 ans et d'une grande misère. Et justement, ça l'arrangeait pas mal d'avoir un père qui trouvait un peu faible, alors quand Charles VII entame une liaison avec la légendaire Agnès Sorel qui l'aide à sortir un peu de sa coquille et surtout qui acquiert une influence sans précédent à la cour de France, Louis, il pète un câble. Il arrête pas de se plaindre auprès de son père, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, le roi
il est pas du genre à se laisser faire. D'ailleurs, il avait déjà menacé de laisser la couronne à quelqu'un d'autre. La tension va crescendo jusqu'au 1er janvier 1447, quand le jeune Louis est chassé de la cour après avoir menacé Agnès avec une épée. Belle manière de commencer l'année, hein. S'ensuivent plusieurs allers-retours et un bon paquet d'intrigues, et en septembre 1456, Louis échoue à la cour de Bourgogne. Philippe le Bon se dit que c'est pas une mauvaise idée de mettre le futur roi de France dans sa poche, alors il l'accueille à bras ouverts. Il lui accorde un château au sud de Bruxelles et une jolie pension. Notre Charles, de son côté, il dit rien mais il en pense pas moins. Il trouve que Louis a des mœurs trop légères, qu'il respecte pas l'étiquette et même qu'il a un humour de merde. Ah, ça s'invente pas. Mais surtout, ce qu'il supporte pas, c'est sa tendance à fourrer son nez dans les affaires bourguignonnes, sous prétexte de montrer de l'intérêt à son hôte si généreux. Et Charles a bien raison de se méfier, puisque Louis profite effectivement de son séjour pour surveiller les intrigues de la cour, pour discuter avec tout le monde, regarder qui pourrait lui être utile, sur quel bouton appuyer, histoire de profiter au maximum de la situation. Il va notamment s'immiscer dans une rivalité déjà existante à la cour, entre la maison de Croix, une famille de nobles picards qui avait le vent en poupe depuis quelques années, et le parti de Nicolas Rolin, le célèbre chancelier de Philippe le Bon. Louis se range aussitôt du côté des Croix, tandis que Charles défend férocement Rolin et ses deux fils. Pendant le séjour de Louis, les Croix passent à l'offensive en accusant le vieux chancelier Rolin de corruption. C'était vrai, mais tout le monde s'en mettait plein les poches à l'époque. Du jour au lendemain, Philippe le Bon met Rolin au placard après 4 décennies de bons et loyaux services. Charles est sidéré et ça fait que renforcer sa méfiance vis-à-vis de Louis. Louis qui se met aussi à empoisonner la relation entre Charles et Philippe, puisque le jeune comte ne supporte pas de voir son père se laisser amadouer par le jeune dauphin et ses nouveaux amis. Le 17 janvier 1457, Charles refuse de soutenir son père qui bataille pour nommer un des Croix à un poste de chambellan. C'est la première fois que notre anti-héros désobéit ouvertement à Philippe. Le duc de Bourgogne explose de colère et Louis en profite pour ajouter son grain de sel. 4 mois qu'il est là et c'est déjà la zizanie. Le père et le fils n'arrivent même pas à se réconcilier quand 1 mois plus tard, la femme de Charles donne naissance à une petite fille. Finalement, l'atmosphère est tellement invivable que Charles quitte la cour pour s'installer en Hollande. Il en profite pour faire une petite détox à base de chasse et de pêche, mais il a un peu de mal à se changer les idées en sachant qu'il a laissé son père avec cette ordure. Alors finalement, même si ça le saoule, il rend visite à son père tous les 6 mois. Mais ça suffit pas. Quand Charles s'est brouillé avec son père, sa mère l'a soutenu. Alors Philippe s'est mis à lui faire la gueule à elle aussi. Le duc de Bourgogne se retrouve donc de plus en plus isolé et de plus en plus sensible aux belles paroles du dauphin. Et finalement vient le jour tant espéré par Louis et tant redouté par Charles. Le 22 juillet 1461, le roi de France meurt de dénutrition. Le pauvre bougre avait tellement peur que son fils le fasse empoisonner qu'il n'osait plus rien avaler. Son fils hurle de joie en apprenant la nouvelle. Celui qu'on appellera désormais Louis XI prend immédiatement la route de Reims où Philippe le Bon lui pose lui-même la couronne sur la tête. Essayez de trouver plus investi. Le duc sent que toutes ses années de soutien vont enfin payer. En bon bourguignon, Philippe lui organise une fête somptueuse que Louis, en bon bourrin, est incapable d'apprécier à sa juste valeur. Pour donner qu'un exemple, il pose sa couronne sur la table du banquet comme un vulgaire chapeau. En voyant ça, Philippe manque de s'étouffer et les désillusions sont loin d'être finies. Louis, qui était si caressant avant la mort de son père, se montre à présent très froid avec le vieux duc et arrête d'écouter ses conseils. Philippe est tellement bouleversé qu'il tombe malade. Inquiet, Charles se dépêche de revenir et il a bien raison parce qu'en arrivant, il se rend compte que les Croix, les petits copains du nouveau roi de France, ont réussi à manipuler Philippe pour qu'il vende les villes de la Somme qu'il avait acquis en 1435. Une décision qui n'a aucun sens vu leur intérêt stratégique. Le jeune homme n'a qu'une envie, exploser de colère, mais il se retient. Son père est trop faible, ça sert à rien de se brouiller avec lui. À la place, il réussit à convaincre les états généraux des Pays-Bas de lui donner procuration pour administrer les territoires, ce qui lui laisse enfin le champ libre pour se débarrasser des parasites. Et en parlant de parasites, ça fait 10 ans qu'il ronge son frein face à cette saleté de Louis, alors maintenant qu'il a le pouvoir, il va pas se priver. Et ça tombe bien parce que Charles n'est pas le seul à avoir une dent contre le nouveau roi, qui veut laisser moins de place à la noblesse et qui méprise toute cette culture de la chevalerie que les féodaux idolâtrent. Charles en profite, il rassemble autour de lui de puissants seigneurs comme les ducs de Bretagne et d'Anjou pour former une coalition, la Ligue du bien public. Les deux camps s'affrontent le 14 juillet 1465 lors de la bataille de Monterrey. Une bataille qui n'a aucun sens parce que c'était tellement le fouillis qu'on ne sait pas bien qui gagnait. On a une partie de la cavalerie royale qui détale la queue entre les jambes sans même essayer de se mesurer aux troupes de Charles, qui gonflés à bloc se lancent à leur poursuite, ce qui est complètement con parce que ça l'éloigne du front. Les incohérences s'enchaînent et finalement c'est le crépuscule qui interrompt la bataille. Pendant la nuit, Louis XI en profite pour lever le camp et entre dans Paris en grand vainqueur. Charles de son côté considère qu'étant donné qu'il est le dernier à être resté sur le champ de bataille, c'est à lui que doit revenir la victoire. Quoi qu'il en soit, c'est pas très glorieux. D'ailleurs, Louis aurait mieux fait de se montrer un peu plus humble puisque la Ligue assiège Paris le mois suivant. Mais au bout de quelques semaines, les deux camps sont déjà épuisés, il décide donc de signer la paix autour du traité de Conflans qui permet à Charles de récupérer ses villes de la Somme. Ouf, l'héritage est intact. Mais le futur duc de Bourgogne n'a pas le temps de souffler. Il enterre sa femme en septembre et doit aussitôt prendre le chemin de Liège pour écraser une révolte. Liège dont je vais beaucoup parler parce qu'elle aura su faire ressortir les aspects les plus noirs de notre personnage. Pour comprendre les raisons de cette révolte, on va repartir en 1456 quand le pape désigne Louis de Bourbon
Bourbon, un cousin de Charles, pour devenir le nouveau prince-évêque de Liège. Le tout sans se soucier des règles d'élection de l'époque. De cette manière, la principauté de Liège entre dans la sphère d'influence des Bourguignons. Cela suscite de nombreuses critiques et Louis XI, le roi de France, qui comme vous avez dû le comprendre est un petit vicieux, il en profite pour encourager les Liégeois à se révolter. Les Liégeois se soulèvent donc pour la première fois en 1465 et se font écraser par notre Charles. Avec cette victoire, la principauté est officiellement placée sous protectorat bourguignon. En parallèle, Philippe, qui s'est jamais remis de la trahison du nouveau roi de France, vient de contracter une pneumonie. Ses jours sont désormais comptés, alors son fils plaque tout pour le revoir une dernière fois. Le troisième duc de Bourgogne s'éteint finalement le 15 juin 1467. Charles s'effondre au sol de chagrin, leur relation avait toujours été chaotique, mais personne ne doutait de son amour pour lui. Mais il n'a pas le temps de s'embourber dans le chagrin. Le voilà désormais duc de Bourgogne, en plus d'une dizaine d'autres titres de noblesse. Le 28 juin, la population de Gand découvre officiellement son nouveau souverain. Sous la délicate chevelure sombre que lui avait donnée sa mère, le jeune duc dissimule un caractère bien trempé. Et là où Philippe savait faire preuve d'une indulgence qui lui a valu son surnom, Charles est un homme inflexible, qui n'hésite pas à recourir à la violence pour obtenir ce qu'il veut. Car l'endroit préféré de Charles, c'est le champ de bataille. Pour lui qui a grandi fasciné par Alexandre le Grand, la guerre est le meilleur moyen de prouver sa valeur en tant qu'homme, et il aura rapidement l'occasion de montrer son vrai visage. Dès le mois d'octobre, les Liégeois repartent à l'offensive. Cette fois, en plus de les écraser, Charles fait détruire les murs de la ville. Vous croyez qu'il est dur? Attendez la prochaine révolte. Mais Charles n'est pas qu'un guerrier sanguinaire. D'ailleurs, de son vivant, on ne l'appelait pas le téméraire, mais le travaillant, en référence à ses grandes capacités de travail. Doté d'une grande ambition, mais aussi d'un perfectionnisme maladif, le nouveau duc de Bourgogne était un administrateur infatigable, qui, quand il n'était pas sur le champ de bataille, fourmillait d'idées pour réformer ses territoires. Afin de poursuivre l'œuvre de son père, Charles entendait renforcer la cohésion et l'efficacité de l'État bourguignon. Pour renforcer la centralisation, il fait par exemple fusionner les chambres des comtes de Lille, Bruxelles et La Haye. Pour lui, acquérir plus de souveraineté passait inévitablement par une réforme de la justice. Alors il s'entoure de nombreux juristes, se constitue une bibliothèque hyper fournie et laisse derrière lui une quantité industrielle d'ordonnances. Mais il perd pas de vue que la justice c'est aussi pour le peuple, alors il met en place une audience publique où 3 fois par semaine il rend justice à tous ceux qui se présentent devant lui. Plutôt investi le Charles. Pour constituer un état fort, il faut une armée qui va avec. Il va donc essayer de réunir une puissante armée professionnelle qui avoisinera les 11 000 soldats de métier. Il se réserve quand même 2000 hommes pour sa garde personnelle, on n'est jamais trop prudent. Et quand on est perfectionniste et qu'on adore la guerre, ça donne un nombre impressionnant d'ordonnances dans lesquelles Charles règle le fonctionnement de son armée jusque dans les moindres détails. Du contenu des entraînements jusqu'au quota de prostituées autorisés, ouais, vous m'avez bien entendu. Mais en pratique, c'était plus difficile à faire appliquer parce que les soldats n'étaient pas assez matures pour des idées aussi modernes. Mais réformer un état et entretenir une armée, ça coûte de l'argent. Ça tombe bien, Charles entend moderniser les finances pour accroître ses revenus. L'un de ses plus grands chantiers sera la mise en place d'un système unique et centralisé pour collecter les impôts. Le souci, c'est que ces territoires étaient encore beaucoup trop hétérogènes et pour l'essentiel, trop habitués à collecter leurs propres impôts. Alors les grandes villes ne cessaient de torpiller ce genre de projet. À la place, pour obtenir des financements, Charles devait constamment aller quémander dans le nord, ce qui n'était pas très pratique. Mais pour l'heure, on est encore au début du règne de Charles le Téméraire et mine de rien, ça fait un moment qu'il est veuf. Alors le temps est venu de se remarier. Son père enterré, Charles ne se gêne pas pour épouser une étrangère. Son choix se porte sur Marguerite d'York, la sœur d'Édouard IV, le roi d'Angleterre. Bah ouais, vu comment il déteste le roi de France, autant renforcer son alliance avec notre ennemi héréditaire. Le mariage est célébré près de Bruges en juillet 1468. Charles organise des festivités si luxueuses qu'on le nommera le mariage du siècle. Quoi de mieux pour servir la propagande bourguignonne? Pour ce qui est de la mariée, elle n'inspirera pas grand chose à Charles et servira plutôt de mère de substitution à Marie, la fille unique du duc de Bourgogne. Tiens d'ailleurs, ça fait un petit moment que j'ai pas parlé de Louis XI. Vous en doutez, c'est pas parce qu'ils ont déposé les armes à Conflans que Louis et Charles ont cessé de se détester. Et avec Charles qui renforce son alliance avec l'Angleterre grâce à sa nouvelle épouse, le roi de France se dit que ce serait peut-être bien de vérifier que le nouveau duc ne compte pas repartir en guerre. Il rejoint donc Charles à Péronne dans la Somme pour discuter d'un nouvel accord. Charles lui explique qu'il veut garder ses villes de la Somme, qu'il entend conserver sa souveraineté pour les territoires situés dans le royaume de France, et les négociations se passent plutôt bien. Charles est plutôt décontracté, et ça, c'est pas normal. C'est calme, c'est même trop calme, jusqu'au jour où un messager entre dans Péronne pour annoncer à Charles que les Liégeois se sont encore soulevés et que son prince-évêque est retenu en otage. En entendant ça, le jeune duc se met à renverser le mobilier. Louis a des sueurs froides, il sent que cette fois il pourra pas s'en sortir avec des belles paroles comme il le faisait avec Philippe, et pour cause, Charles décide d'en faire son prisonnier. Les mains liées, Louis n'a d'autre choix que d'accepter toutes les conditions de Charles. Le parlement de Paris qui siégeait dans les Flandres et en Artois, c'est fini. La Picardie, elle retombe dans le droit bourguignon. Et pire que tout, le duc de Bourgogne l'oblige à l'accompagner jusqu'à Liège pour écraser la révolte. D'ailleurs à Liège, on sait pertinemment qu'une fois arrivé, Charles va leur faire passer un sale quart d'heure. Donc on envoie plusieurs milices pour se mettre en travers de leur route. Mais elles se font toutes écraser les unes après les autres. Une fois à Liège, Charles monte un camp dans le quartier de Sainte-Walburge. Pour les débusquer, les rebelles se disent qu'il vaut mieux lui tomber dessus sans qu'ils s'y attendent. Alors dans la nuit du 29 au 30 octobre,
pour un groupe de 600 hommes dont on se rappellera comme les 600 franchimontois, se rapproche du campement et commence à s'attaquer aux sentinelles. Ils auraient pu s'en sortir s'ils avaient directement foncé sur Charles et les chefs pour les prendre en otage, mais comme ils se fatiguent à combattre les Bourguignons, le duc a le temps d'organiser sa réplique et les écrase comme des mouches. Remonté à bloc, Charles ordonne la destruction de la ville dès le lendemain. Il ne leur laisse même pas le temps de comprendre ce qu'il se passe et organise une attaque éclair. Plusieurs groupes entrent par différentes portes en même temps pour ravager la cité. La population est massacrée, les femmes violées, les foyers pillés. Et pour le 3 novembre, jour de la Saint-Hubert, le saint patron de Liège, Charles fait incendier la ville. C'est à ce moment-là qu'il autorise enfin Louis à rentrer chez lui. Louis qui, aussi vicieux soit-il, déteste les effusions de sang. Comment a-t-il pu tenir face à tant d'horreurs? Personne ne le sait. Ce qui est sûr, c'est que le jeune souverain quitte la cité avec l'envie de lui faire payer cet ignoble spectacle. Liège sera incendiée 3 fois pour marquer les 3 révoltes menées par les Liégeois. Au total, la ville brûlera en continu pendant 7 semaines. Bilan, 5000 morts, soit 1/5 de la population de Liège. Et pour finir en beauté, Charles ordonne de démonter le perron de Liège, qui était un peu le symbole de la ville, pour l'exhiber à Bruges où il fait inscrire le message le plus humiliant que j'ai jamais vu. N'élevez plus vos fronts si hautains vers le ciel. Par ma chute, apprenez qu'il n'y a rien d'éternel. Symbole de courage et de gloire naguère, je protégeais un peuple invincible à la guerre. Et j'atteste aujourd'hui, ville jouée méprisée, que Charles m'a vaincu, que Charles m'a brisé. Ah, ça s'invente pas, hein. Bien sûr, toutes ces horreurs font le tour des cours européennes. Avec le sac de Liège, Charles indigne autant qu'il terrifie. En à peine 2 ans, il devient connu comme le souverain le plus puissant et le plus cruel d'Europe. Mais il s'en fiche, il préfère toujours être haï que méprisé. Maintenant qu'il a annoncé la couleur, le jeune duc va pouvoir s'atteler à réaliser son rêve. Recréer la Lotharingie, cet énorme royaume entre la France et l'Empire germanique au IXe siècle. Et pour ça, il va avoir 2 objectifs. Unifier au maximum ses territoires avec des réformes administratives que l'on a vu un peu plus tôt, et surtout conquérir des territoires pour relier ses possessions du nord à celles du sud. La première opportunité se présente à peine quelques mois plus tard sous la forme d'un Autrichien un peu trop dépensier. En mai 1469, il profite des difficultés financières du duc Sigismond de Habsbourg pour lui racheter ses domaines de Haute-Alsace, de Brisgau et de Bade pour une somme de 50 000 florins. 2 ans plus tard, il passe à la vitesse supérieure et entame une phase que personnellement je qualifierais d'égo trip. Comme Louis XI a fini par trouver une excuse pour faire annuler le traité de Péronne, Charles décide de faire une grande annonce. En novembre 1471, il déclare qu'à présent il n'est plus le vassal du roi de France, mais un souverain de droit divin. Pour l'occasion, il se fait même fabriquer un diadème. Et sur ce coup, il va un peu vite en besogne puisqu'il se mange une belle défaite dès l'année suivante. Très fier d'avoir récupéré les villes de la Somme que Louis avait honteusement soutirées à son père, Charles se dit que ce serait pas une mauvaise idée de s'étendre dans ce secteur-là. Alors à l'été 1472, il massacre la population de Nesle dans la Somme. Alors c'est très bien, hein, c'est facile de s'attaquer à des petites villes, mais après il reste plus assez d'énergie pour les grosses prises. Du coup, il se prend une belle défaite à Beauvais juste après. Sachant que la ville n'avait même pas de garnison, c'est la population qui a pris les armes pour repousser les Bourguignons. Parmi eux, il y avait un paquet de femmes, notamment une certaine Jeanne Lenné qui aurait inspiré les habitantes à rejoindre le combat en faisant un sort à un soldat bourguignon à l'aide d'une hache. Est-ce que j'ai parlé de Beauvais juste pour placer une femme badass avec une arme blanche? Bien évidemment. Au bout d'un mois de siège, le duc est bien obligé de déposer les armes. Mais Charles reprend son expansion dès l'année suivante en complétant un petit trou qu'il avait au nord de ses territoires. Et vu le drama qu'il y a derrière, ça mérite bien que je m'attarde un peu sur ce bon vieux Arnold, duc de Gueldre et comte de Zutphen. En 1465, Arnold commence à se faire vieux et Adolphe, sa pourriture de fils, il en a un peu marre d'attendre son tour, alors il opte pour une solution plutôt extrême, il fout son père en prison. Même Charles et Louis XI, qui, on l'admettra volontiers, étaient loin d'être des enfants de cœur, n'étaient pas allés jusqu'à mettre papa au cachot. Le scandale est tel que le pape décide de nommer un arbitre international, et pour une situation aussi extrême, il se dit qu'il vaut mieux choisir un mec qui en impose, alors il envoie Charles le téméraire. Dès son arrivée, Charles fait libérer le vieux Arnold, mais quand il voit que son fils continue ses manigances, il le fait assigner à résidence. Au fil du temps, le vieux duc commence à en avoir sérieusement marre de sa progéniture, alors il décide de tout léguer à son sauveur. Charles devient son héritier et offre 300 000 florins au vieil homme pour finir sa vie tranquillement. Et quand il meurt en 1473, il a plus qu'à récupérer les 2 territoires. Avec cette nouvelle acquisition, Charles s'émancipe un peu plus du royaume de France. Désormais, plus de la moitié de ses terres est située dans le Saint-Empire germanique. Tiens, pourquoi il tenterait pas de devenir empereur? À cette époque, l'empereur du Saint-Empire, c'était Frédéric III, un prince de la maison Habsbourg. Pour se faire élire, rien de mieux que d'avoir le soutien du souverain en exercice. Alors il se rapproche de Frédéric pour lui proposer un deal. Sa fille Marie épouse le fils de Frédéric, Maximilien. Après quoi, Frédéric aide Charles à devenir empereur, qui propose ensuite Maximilien comme successeur. Et comme c'était peu probable que Charles ait un autre enfant, Maximilien récupérerait tout l'héritage de Charles. Sur le papier, tout le monde y gagne. Les 2 hommes conviennent donc de se rencontrer à l'automne dans la ville de Trèves. Pour séduire l'empereur, Charles décide de mettre le paquet. Il débarque dans la ville couvert de richesses, mais sans sa fille, ce qui a le don d'agacer Frédéric. Les 2 hommes échangent des politesses pendant un mois, mais au fil du temps, l'empereur commence à le trouver franchement arrogant, ce Charles. Surtout qu'il a tâté le terrain avec les princes électeurs et il n'y a vraiment aucune chance que Charles se fasse élire. Il propose donc à Charles une solution de remplacement. Empereur du Saint-Empire,
C'est du vent tout ça, c'est même pas héréditaire. Mon petit Charles, tu voudrais pas plutôt devenir roi de Bourgogne? Lui qui rêvait d'un royaume indépendant et de recréer l'ancienne Lotharingie, une telle proposition, ça lui met des paillettes dans les yeux. Charles accepte. La date du couronnement est fixée au 25 novembre 1473. Mais là, c'est le coup de théâtre. On sait pas trop ce qui s'est passé dans sa tête, mais il a dû se dire que de donner un trône à un taré comme Charles, c'était peut-être pas la meilleure idée de la Terre. Alors dans la nuit qui précède le couronnement, l'empereur Frédéric s'enfuit comme un voleur. Il embarque son fils à cheval et se dépêche d'attraper un bateau pour embarquer sur la Moselle. Je vous laisse deviner la réaction de Charles, le mec est pas très content, et à partir de ce moment, on peut le dire, il commence à partir en live. S'il y a quelque chose à savoir sur Charles, c'est que c'est pas juste un mec avec le sang chaud et une dent contre le roi de France. C'est surtout un homme extrêmement sensible qui flirte avec la dépression depuis l'adolescence et qui doute tellement de lui-même qu'il poursuit des objectifs toujours plus dangereux et irréalistes pour se prouver qu'il a de la valeur. S'il s'arrête 5 minutes, il risque de s'effondrer, mais le souci c'est que s'il continue à poursuivre de telles chimères, notre téméraire s'avance inévitablement vers sa propre destruction. Ça se voit que j'ai écrit ça pendant un épisode dépressif, hein. Anyways, plutôt que de jouer à fond My Chemical Romance sur sa harpe, Charles décide de repartir en conquête et de relancer son conflit contre Louis XI. Alors il demande à son beau-frère, le roi d'Angleterre Édouard IV, de débarquer à Calais pour envahir la France. Mais bon, cette fois, tout le monde commence à en avoir marre. Au printemps 1474, de nombreuses personnalités se réunissent sur le lac de Constance pour parler du cas de Charles. On y retrouve plusieurs villes de l'Est, de Suisse, Sigismond de Habsbourg, le fameux duc à qui il avait racheté des territoires à l'Est et qui maintenant le déteste parce qu'il veut pas lui revendre. Et dans l'ombre, on a Louis XI, qui tire les ficelles telle une araignée. Tout ce beau monde signe un traité déclarant la guerre aux téméraires et commence à lui grignoter des territoires. Et comme il n'a décidément pas volé son surnom, Charles ne lâche pas l'affaire. Pour enfin relier ses territoires du nord et du sud, il décide de s'attaquer à la Lorraine. La Lorraine qui appartient au duc René II, un de ses plus grands alliés. Le mec manque pas de culot, hein. Et pour être sûr d'y arriver, il ne se gêne pas pour détourner les troupes d'Édouard IV. Ça a le don d'agacer beaucoup de monde, même au sein de ses propres rangs. Si bien qu'en juillet 1475, quand il débarque à Bruges pour demander de nouveaux financements, les bourgeois flamands refusent tout net de le soutenir. Le chevalier en égo-trip qui ne leur montre de la considération qu'au moment de délier les cordons de la bourse, ça va 5 minutes. Du coup, quand il rejoint enfin Édouard IV pour le soutenir mais qu'il arrive les mains vides, le roi d'Angleterre se met à lui tourner le dos lui aussi. Alors à la fin de l'été, il négocie la paix avec Louis XI et se dépêche de retourner de son côté de la Manche. Et c'est comme ça que Charles perd son dernier allié de poids. Mais encore une fois, le téméraire refuse de lâcher l'affaire. Il remonte sur son cheval pour assiéger la ville de Nancy qui capitule le 30 novembre 1475. Ça y est, il a enfin réussi à relier ses territoires en un ensemble continu. Son rêve de recréer le royaume de Lotharingie commence enfin à prendre forme. Le souverain entre dans la ville dans une avalanche de richesses et annonce son ancien qu'il compte faire de la cité Lorraine la capitale de son nouveau royaume. Ce qu'il ignorait à ce moment-là, c'est qu'il ne lui restait qu'une année à vivre et qu'au lieu d'être un début prometteur, cette conquête avait tout du champ du cygne. Car il faudrait tout de même pas oublier tous ces petits ennemis qui ont commencé à lui reprendre du terrain du côté de la Suisse. Le 11 janvier 1476, Charles quitte Nancy, décidé à leur faire un sort. Mais le bougre est bien trop sûr de lui et sous-estime les confédérés. En témoigne la bataille de Grandson qui survient le 2 mars et sur laquelle je me permets de m'arrêter parce qu'elle est particulièrement ridicule. Pendant le conflit, Charles a du mal à communiquer avec ses troupes et là où il leur ordonne un repli stratégique, tout l'arrière de la formation croit à une défaite, alors ils prennent tous la fuite. Handicapé, le téméraire n'a d'autre choix que de déserter le champ de bataille lui aussi, laissant derrière lui un campement qui regorge de richesses. Des richesses qui distraient tellement les Suisses qu'ils en oublient complètement de se lancer à sa poursuite. Et Charles de son côté est tellement frustré qu'il fait pendre 400 personnes. À ce stade, c'est la routine. Avec ce nouvel échec en Suisse, Charles commence sérieusement à fatiguer. Pour la première fois de sa vie, il se laisse pousser la barbe et arrête de couper son vin avec de l'eau. De son côté, Louis XI savoure cette chute lente et douloureuse, et j'ai envie de dire heureusement pour lui parce qu'il aurait versé près d'1 million de florins aux Suisses pour botter le cul de Charles. Pour vous donner une idée, notre duc n'en avait déboursé que 50 000 pour acheter ses territoires à Sigismond de Habsbourg. Mais même au fond du trou, Charles reste le téméraire. Quand on lui reprend Nancy, il est incapable de rester à ne rien faire. Maintenant qu'il sait ce que ça fait d'avoir tous ces territoires réunis en un ensemble unique, pas question de revenir en arrière, non mais ça va pas. Le 22 octobre 1476, Charles revient à Nancy avec une armée qui ressemble plus à rien. Face aux troupes lorraines et suisses, les soldats du téméraire ne font pas le poids. Commence alors un siège aussi long qu'épuisant. Ce qui nous amène à cette funeste journée du 5 janvier 1477. Complètement submergée par les troupes adverses, l'armée bourguignonne décide de se replier vers le pont de Boussières aux Dames. Si Charles arrive à l'atteindre, il pourra fuir vers Metz et organiser la riposte. Quand enfin Charles arrive au niveau du pont, il est attendu par les cavaliers de Nicolas de Montfort, un comte italien qui faisait partie de ses alliés mais qui venait de passer chez l'ennemi. Sauf que Charles croit encore que les cavaliers de Montfort sont restés fidèles à la cause bourguignonne et qu'ils sont là pour l'aider à traverser en toute sécurité. Il s'avance sans se douter de rien et ses troupes se font littéralement massacrer. Ce n'est que 2 jours plus tard que le corps de Charles est retrouvé au bord d'un étang. Il a le crâne fendu par un coup de hallebarde et les loups ont commencé à se nourrir de son cadavre.
Et c'est comme ça que l'effrayante épopée de Charles le Téméraire se termine, par un froid matin d'hiver 1477. À trop en vouloir, le lion de Bourgogne a tout perdu, et le pire, c'est qu'il n'avait que 44 ans. Pour lui rendre hommage, le duc René II de Lorraine fait ériger une croix à l'emplacement où a été retrouvé son corps. Depuis, elle n'a pas bougé, vous pouvez aller la voir sur la place de la Croix de Bourgogne à Nancy. Charles laisse une fille unique, Marie de Bourgogne, qui aura elle aussi un paquet de défis à relever. Je pourrais en parler dans une 3e et dernière saison si vous le souhaitez, mais pour l'heure, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner, et je vous retrouve très vite pour une nouvelle histoire.